Dans l'est de la République démocratique du Congo, au Nord Kivu, l'armée et les mutins du M23 se sont affrontés à l'arme lourde hier. Ces nouveaux combats ont eu lieu toujours dans le territoire de Rutshuru, notamment autour de la localité frontalière de Bunagana, près du parc des Virunga, une région où les dissidents résistent depuis 10 jours aux attaques répétées des militaires. Les mutins auraient tenté en vain de prendre le contrôle de la localité de Djomba. Kamanda Wakamanda Muzembe. Les mutins avaient occupé Bunagana jusqu'en milieu de matinée hier samedi. Plusieurs sources renseignent que les hommes du colonel Makenga avaient également pris en otage un officier de la police nationale qu'ils ont libéré avant de quitter la contrée. Ces éléments dits du M23 ont été signalés hier soir à Djomba et à Tchenguerero dans le Rutshuru. Ils contrôleraient ainsi la route de Bunagana, un axe routier important par où passe le gros des marchandises en provenance du Kenya via l'Ouganda. Et c'est cette même voie qu'empruntent les produits du Nord Kivu destinés à l'exportation. Mais pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende Omalanga, joint au téléphone par RFI, les mutins qu'il qualifie de terroristes ont tout simplement tenté de prendre Djomba sans y parvenir. Toutefois, des sources indépendantes confirment la reprise des combats qui se sont intensifiés depuis la nuit de vendredi à samedi entre l'armée régulière et les mutins. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Selon le HCR, les violences ont provoqué la fuite ces dernières semaines de plus de 30 000 civils vers l'Ouganda. Au moins 8 200 autres se sont réfugiés au Rwanda. À Kinshasa, par ailleurs, l'opposition pro-Tshisekedi accuse le pouvoir d'avoir une grande responsabilité dans la situation au Nord Kivu. Lors d'une conférence de presse hier, Eugène Diomidonga, la porte-parole de cette mouvance, a conseillé des négociations avec les mutins qui seraient conduites par Étienne Tshisekedi, le dirigeant de l'UDPS, qui se considère toujours comme le président élu de la République démocratique du Congo. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. En République démocratique du Congo, l'armée positionnée dans la province du Nord Kivu a reçu des renforts pour poursuivre son offensive contre des mutins ex-rebelles basés dans le territoire de Rutshuru à la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda. Pour mettre fin aux exactions contre les populations, des responsables congolais et rwandais se sont retrouvés dans la ville de Gisenyi, au bord du lac Kivu. Un accord sur le sujet a été signé à l'issue de leur dernière réunion. Nous écoutons le ministre congolais des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Il a été joint par Guy Kalenda. Rencontre de Gisenyi-Rubavu a permis aux officiels rwandais et congolais de constater le niveau excellent des relations qui continuent d'exister entre les deux pays et entre leurs gouvernements, en dépit des actions de SAP, de forces négatives, internes et externes, et de groupes opportunistes. Il s'est agi en outre pour les ministres congolais Lubantambo et rwandais James Kabarebe et leurs délégations respectives d'évaluer la situation sécuritaire à la frontière commune, après plusieurs vagues de déplacement de populations congolaises vers le Rwanda à la suite des troubles provoqués par des éléments renégats de l'ex-CNDP. C'est le lieu de clarifier une chose au nom du gouvernement de la République. Il n'y a eu aucun nouvel accord conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la pression des actes d'indiscipline de la bande de déserteurs traqués actuellement par le FARDC, contrairement à certaines affirmations. Seul un procès verbal, comme on en dresse à l'issue de toute rencontre, même entre acteurs privés, a été dressé. Les mots ont leur sens. Un procès verbal n'est pas un nouvel accord. Le dit procès verbal ne peut en aucune façon être assimilé à un nouvel accord. Il annonce simplement la décision prise par les participants, en exécution d'accords antérieurs, d'activer, pour des raisons évidentes, un mécanisme conjoint de vérification de la situation sécuritaire aux frontières communes du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Par souci de transparence, qu'il est prévu dans ce procès verbal la possibilité pour les officiels affectés à ce mécanisme de monitoring d'effectuer des visites d'évaluation à l'intérieur du territoire de l'un et de l'autre. Le ministre congolais des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com.
C'est par les manifestants. Arrestations arbitraires, traitements inhumains, viols, les charges sont lourdes. Human Rights Watch accuse l'Angola des violences à l'encontre des migrants congolais. Vous revenez, on vous tue, violences sexuelles et autres à l'encontre de migrants congolais lors de leur expulsion d'Angola. Voilà le titre évocateur du rapport d'une 60aine de pages publié ce matin par Human Rights Watch. Le texte dénonce les violences commises par la police angolaise envers les immigrés congolais originaires de République démocratique du Congo, notamment les immigrés clandestins. Rafles, arrestations arbitraires, passage à tabac et même abus sexuels. La liste des forfaits pointés du doigt est longue. Sandrine Blanchard a lu pour nous le rapport. Human Rights Watch rappelle que c'est en 2003 que l'Angola a commencé à coordonner de façon systématique les expulsions des étrangers en situation irrégulière, notamment de Congolais. Or, ces techniques d'expulsion ont été sophistiquées depuis 2010 avec le passage par des centres de détention. Et les violences les pires seraient justement commises dans ces camps de détention et lors du transit par, je cite, un large éventail des forces de sécurité angolaises. Le rapport se base sur une centaine de témoignages de Congolais expulsés de Luanda Norte dans le nord de l'Angola et de Cabinda vers la RDC entre 2009 et 2011. Lisa Rimley est chercheuse de Human Rights Watch à Genève. Souvent, les femmes sont détenues avec leurs enfants qui vivent dans les mêmes conditions que les adultes. Ces enfants sont donc souvent témoins des violences subies par leur mère ou d'autres personnes. Les femmes que nous avons interrogées nous ont parlé d'exploitation sexuelle et de violences dans les centres de rétention. Nous souhaitons que le gouvernement angolais réagisse à ces allégations, car ces cas apparemment ne sont pas des cas isolés. Outre dans les prisons, les traitements inhumains seraient aussi monnaie courante sur les sites miniers et les marchés informels. Le rapport mentionne une traite avec des intermédiaires congolais de jeunes filles et de femmes en direction de l'Angola à des fins de prostitution. L'Angola a pourtant une législation qui condamne ces méfaits, par ailleurs en contradiction totale avec le droit international. Lisa Rimley. Tout d'abord, les conditions de détention sont inhumaines et dégradantes. Les cellules sont surpeuplées, il n'y a pas de nourriture, d'eau potable, d'eau pour se laver, de toilettes. Les détenus sont battus. En février, l'ONU avait publié un rapport dénonçant les mêmes abus. À l'époque, le gouvernement angolais s'était engagé à résoudre le problème. Human Rights Watch demande l'ouverture d'enquêtes et la condamnation des auteurs de ces actes pour y mettre un terme définitif. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Retour en Afrique centrale avec la galère des habitants de Kinshasa ce lundi. La capitale congolaise est en effet paralysée par la grève des transporteurs du secteur privé qui détiennent d'ailleurs le monopole du transport en commun dans le pays. Les transporteurs de Kinshasa protestent contre les tracasseries des agents de l'État. Cette grève a donc poussé les Kinois à parcourir de longues distances à pied, comme l'a constaté le correspondant de la Voix de l'Amérique à Kinshasa, Cathy Katei. Une ville qui tourne au ralenti depuis ce lundi matin. Les habitants de Kinshasa ont été obligés de parcourir de longues distances à pied. Pour cause, les transporteurs en commun sont en grève. J'ai fait une longue distance à pied. Je viens de Kitambo magasin. Bon, arrivé jusqu'ici au rond-point, vous voyez ce que ça fait. J'ai peiné vraiment. Les chauffeurs aident le gouvernement vraiment. Ils transportent les militaires, ils transportent les fonctionnaires, mais ils sont vraiment victimes de tracasseries. Il y a des chauffeurs qui se méconduisent, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut fouetter tout le monde. Les transporteurs de Kinshasa, qui détiennent pratiquement le monopole du transport en commun dans la capitale, sont mécontents. Ils protestent contre les multiples tracasseries routières des agents de l'État. Ça nous dépasse, ça casse tête même. C'est pour cela que nous protestons, car nos autorités de la PCR, voire même les policiers des robots, comment on l'appelle, les robots, oui, ils nous frappent, ils nous dérangent souvent en cours de route. La goutte d'eau qui a débordé les vases, c'est l'exigence du contrôle technique de tous les taxibus de marque Mercedes 207 et 208, surnommés ici Esprit des morts. Ces bus sont distingués par des multiples accidents de circulation qu'ils provoquent. Le contrôle technique, ce n'est pas mauvais, c'est pour le tas de véhicules. Nous sommes pour ça, mais la manière dont on est en train de faire ça, c'est vraiment déplorable. Vous voyez. Et puis ces gens-là, je ne sais pas de quelle manière ou bien ils sont qualifiés ou pas. Nous voyons qu'ils viennent seulement pour l'argent. Pour l'instant, les autorités restent sur leur position. Tous les véhicules doivent respecter les normes de circulation.
Kati Katai, Kinshasa, La Voix de l'Amérique. Et comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. J'ai donné Ndaye, journaliste citoyen de La Voix de l'Amérique à partir de Kananga, province de Kasai occidentale, à 120 km de la ville où il y a eu les affrontements entre jeudi et vendredi. On a enregistré 15 blessés. C'est la deuxième fois où il y a les conflits, mais il n'y a pas eu de morts cette fois-ci, mais ce sont des blessés graves. Alors la commission des députés nationaux sont arrivés sur place pour mener des enquêtes sur les conflits. Deuxième actualité, c'est dans l'archidiocèse de Kananga où l'archevêque métropolitain Marcel Madila a eu à célébrer la messe dans la paroisse Gabriel Chikula à 120 km ici. Et cette paroisse a 75 ans depuis sa création et il a placé encore la pierre pour construire une nouvelle paroisse à 30 km de cette paroisse-là. Janine Bandou, je suis parmi les 100 journalistes citoyens de la RD Congo. Je suis ici à Goma, province du Nord Kivu. À Goma, presque chaque jour, il y a même tuerie déjà ici même en ville. Mais aussi, il y a eu massacre des femmes et des enfants au niveau de Walikane, voire même des Bunyakir. C'est une question qui nous inquiète beaucoup. En tant que femmes, c'est catastrophique, c'est grave, c'est irréel, c'est inhumain même. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. République démocratique du Congo, les combats entre forces régulières et ex-rebelles du CNDP fidèles au général Bosco Ntaganda se poursuivent autour de la localité de Rutshuru, dans la région est du Nord Kivu, à la frontière cette fois avec l'Ouganda. Aucun bilan des combats n'est livré par l'une ou l'autre des parties en conflit, mais l'on peut aisément imaginer qu'ils sont d'une violence inouïe, à en juger par les dispositions prises hier par les forces armées congolaises, qui sont allées chercher dans le banc et l'arrière-banc en sollicitant le renfort de 2 bataillons commando formés par des Belges, Sud-Africains ou des Américains. Le gouvernement a dû se réunir en conseil des ministres extraordinaire hier, conseil au cours duquel l'option forte a été préférée à la négociation face aux membres du mouvement M23 qui pourrissent la vie des populations de la région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda pour marquer leur solidarité avec leur ancien chef, le général Ntaganda, sous le coup d'un mandat d'arrêt international et activement recherché par les autorités congolaises en tête desquelles le président Joseph Kabila, qui a depuis ordonné son arrestation afin de le mettre à la disposition des juges de la Cour pénale internationale CPI. Les combats de ces derniers jours ont causé le déplacement de plusieurs personnes. On parle de quelques 2000 qui ont fui la localité de Rutshuru pour échapper aux violences pour la seule journée d'hier, alors que le HCR déplore la mort d'un de ses employés exerçant à Goma. Et c'est dans ce climat que le gouvernement congolais espère voir le président de la France, François Hollande, pour mieux le connaître à l'occasion du 14e sommet de la francophonie de Kinshasa, si cette réunion est maintenue dans la capitale congolaise. C'est en tout cas la déclaration faite par le porte-parole du gouvernement congolais en réaction aux spéculations sur la tenue ou non des assises en octobre prochain dans la capitale congolaise. Pour Lambert Mende Omalanga, ceux qui secouent à tout bout le champ l'éventualité d'un boycott font preuve d'infantilisme notoire. Nous réitérons notre sympathie comme gouvernement, comme force politique de gauche, au président français François Hollande, un homme de gauche qui vient de faire honneur à ce courant de pensée universel en se faisant élire à la tête de ce pays ami qu'est la République française. Nous espérons le voir à Kinshasa pour mieux le connaître à l'occasion du 14e sommet de la francophonie, si cela sera possible dans son agenda. Et pour ceux qui l'auraient perdu de vue, la République démocratique du Congo est aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de locuteurs de la langue française de par le monde, sans compter ses autres atouts en tant que membre de l'Organisation internationale de la francophonie, dont nous sommes fiers qu'elle ait choisi notre capitale comme hôte de son 14e sommet. Ceux qui secouent à tout bout de champ l'éventualité d'un boycott font preuve d'infantilisme. Ils semblent avoir oublié la vanité des efforts de leurs semblables dans le même sens à partir de la Belgique, lorsqu'ils firent des pieds et des mains à Bruxelles, Anvers, Gand et ailleurs
pour obtenir le boycott des festivités du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays par Sa Majesté le roi Albert Ier de Belgique. En vain. Vous êtes branché sur la 3xW.radiolissolo.com. Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée régulière est toujours aux prises avec les soldats dissidents du M23. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu hier à Kinshasa. Le gouvernement affirme que l'armée, je cite, contrôle bien la situation. Des renforts venus notamment du nord de l'Ituri et aussi de la province du Maniema sont arrivés sur place dimanche. Les combats du week-end ont provoqué de nouveaux mouvements de population, Bruno Minas. Le calvaire continue pour les habitants des villages dispersés dans les collines près de la frontière de l'Ouganda. Selon la société civile du Nord Kivu, dans quelques secteurs, c'est 90% de la population qui a fui. Des milliers de personnes se sont réfugiées en Ouganda, d'autres se sont agglutinées dans les villes de Rutshuru et Kiwanja. Des familles entières occupent des écoles ou s'entassent chez des connaissances pour se mettre à l'abri. L'armée régulière est aux prises avec les soldats dissidents du M23, le mouvement commandé par un ancien bras droit de Bosco Ntaganda, le colonel Makenga. Ces hommes sont de la région, ils connaissent bien le terrain. Les FARDC ont dû faire appel à des renforts qui sont arrivés dimanche. 2 bataillons de commandos formés par des instructeurs belges et sud-africains et pour certains d'entre eux par des Américains. Ils se sont déployés dans les collines, notamment autour de Runyoni. Selon la société civile du Nord Kivu, il est difficile de savoir qui de l'armée régulière ou des militaires rebelles contrôle vraiment cette zone montagneuse. Les FARDC se montrent avares d'informations et ne donnent aucun bilan des accrochages depuis le week-end dernier. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. Démocratique du Congo, les affrontements et guerre des mots se poursuivent dans le nord-est du pays. Les mutins, anciens rebelles du M23, affirment avoir repoussé une attaque de l'armée régulière et tué au moins 5 soldats ce matin. Le lieutenant-colonel Viamé Kazarana, porte-parole des mutins du M23. Les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, nous a attaqués juste d'Abougina et une partie de Boukima 1. Nous les avons poussés. À un moment où je vous parle, ils sont en débandade. Il y a au moins 30 blessés côté des FARDC. Se trouve justement, on vient de les acheminer à l'hôpital de référence de Rutshuru. 5 morts côté FARDC. Et nous avons pris un Miaya, arme d'appui, et mortier 82. Mais le gouvernement, depuis une semaine, affirme le contraire et dit avoir repris plusieurs localités. Ah, c'est faux, c'est faux. Le gouvernement n'a rien repris comme les localités. Donc, c'est nous qui contrôlons nos bases, nos positions. Maintenant, que veut réellement le M23 M23, c'est une nouvelle souffle, une dynamisation au sein du CNDP, qui est vendu que l'application des accords de Goma du 23 mars 2009. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement de Kinshasa n'a rien appliqué comme des accords signés à Goma le 23 mars. Donc, c'est ce que nous revendiquons comme M23. Et où est-ce qu'il est Bosco Ntaganda? Est-ce qu'il est au Congo ou bien au Rwanda? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas avec lui. Vous savez que c'est lui qui nous a amenés, qui nous a conduits en LR, en nous amenant dans le gouvernement bidon, un gouvernement qui ne respecte pas des accords, un gouvernement qui est une armée qui est considéré comme des milices. Vous voyez faire des militaires qui vivent sur le dos de la population, les forces armées qui violent les filles et les fils. Donc ce n'est pas son armée. Je pense que nous avons dit en l'air, nous ne sommes pas avec lui. Je voudrais aussi ajouter une autre chose. À l'hôtel de Goma, l'hôtel qu'on appelle hôtel Congomani, avec les membres de FDR quoi, il y a eu le colonel Omega Naounga, le colonel Mujambere, le colonel Félix Nzabamouita, tous, leur mission c'était pour combattre le M23. Donc, c'est le gouvernement de Kinshasa qui a invité tous ces colonels de FDR pour venir nous combattre. C'est une mise en garde que nous donnons au gouvernement de Kinshasa. Une mise en garde. Voilà, le lieutenant-colonel Viamé Kazarana, porte-parole des mutins du M23, mais pour Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée régulière dans la région, les FARDC poursuivent leurs opérations de ratissage sur le terrain et n'ont pas le temps de mener une guerre des mots. En tout cas, à cause des combats, des milliers de civils ont dû fuir leur maison. Simplice Pandi, porte-parole du HCR à Goma. Le calvaire continue pour ces populations, notamment au niveau du Nord Kivu et dans le territoire de Rutshuru, là où il y a encore des combats. On peut dire qu'à ce jour, il y a environ 12 000 personnes, parce que c'est difficile effectivement de pouvoir aussi
vous dire de façon très précise le nombre de déplacés internes. Mais nous avons au niveau de Rutshuru, notamment dans le groupement de Bouéja et de Djomba, des personnes qui sont déplacées, donc qui sont autour de 12 000 personnes. Nous avons également des populations qui ont fui dans cette zone de Rutshuru pour se réfugier au niveau de l'Ouganda, sur la base, par exemple, de 800 personnes qui traversent chaque jour depuis le week-end dernier. Donc vous imaginez, si vous faites le point, vous imaginez combien les personnes sont en train de partir de l'autre côté juste pour pouvoir trouver le refuge. Au niveau de Massissi, il y a eu, depuis le 27, une série de mouvements de population aussi vers Goma. Heureusement, au niveau de Massissi, la situation est devenue calme, donc les déplacés internes ont commencé à rentrer chez eux. Il y a 9 000 personnes qui ont traversé à la date d'aujourd'hui, qui sont passées de l'autre côté au niveau du Rwanda. Nous avons enregistré également, au plus fort de la crise, un peu plus de 20 000 déplacés internes, mais de façon spécifique au camp de Mugunga. C'est un camp qui est administré par le HCR et ses partenaires. Donc le camp de Mugunga doit enregistrer en ce jour 7 000 nouveaux déplacés internes. Beaucoup, n'est-ce pas, de populations se déplacent effectivement pour chercher la sécurité et la sérénité. Simplice Pandji, porte-parole du HCR à Goma, est face à cette insécurité croissante dans le Nord Kivu. Kigali a offert récemment sa médiation et même une rencontre a eu lieu la semaine dernière entre les autorités rwandaises et congolaises. Mais sur place dans le Nord Kivu, les populations restent encore très sceptiques quant aux relations entre Kigali et Kinshasa. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudahigwa. Les résultats de la dernière rencontre à Kigali entre les ministres rwandais et congolais ne rassurent pas certains habitants des deux pays. Un Rwandais qui a requis l'anonymat à cause de sa sécurité s'exprime. Les accords entre les deux pays ne nous rassurent plus. En 2009, ils ont organisé les opérations conjointes pour traquer les FDLR. Mais aujourd'hui, ces mêmes FDLR ont récupéré des espaces à Walikale, à Massissi, à Rutshuru, à Lubero. Ça, c'est un langage de sourds. Il n'y a rien de clair dans leur collaboration. Pour certains Congolais, la collaboration entre Kinshasa et Kigali vise seulement à protéger les deux pouvoirs et non les intérêts de la population. Jaribou Moliwavio est député provincial élu du Nord Kivu. Tant que les relations entre les chefs d'État, entre les gouvernements seront bonnes, alors que la population ne sera pas impliquée du fait de l'insécurité et des déplacements des populations, d'ailleurs que je qualifie de déplacements inutiles. Il y a des populations qui sont devenues instables dans la région, ça fait plus de 20 ans. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est qu'amuser la galerie. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo est devenue un business régional. Nous avons été dans la conférence avec les groupes armés. Les gouvernements étaient représentés. Toute la région était représentée. La CPG était représentée. Après quelques mois, la guerre arrive. Les gouvernements étrangers doivent nous aider par rapport à la stabilité de la région, puisque ça aussi des corollaires du business, comme je l'ai dit, avec les minéraux qui circulent. Malgré tout ce que l'on rencontre autour des relations entre les deux pays, c'est les résultats sur terrain qui comptent. Louise Mushikiabo, ministre rwandais des Affaires étrangères. La sincérité, c'est ce qui est vrai dans notre engagement, d'aller très vite au résultat. Mais si on n'arrive pas à des résultats et à des résultats rapides et tangibles, alors on commence à se poser des questions. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes en RDC. Voici le témoignage sur l'actualité dans leur localité. Bertin Kabila pour Lubumbashi Katanga. L'actualité qui domine à Lubumbashi, c'est le ministère des Finances qui est en train de battre le record parce qu'on est en train de pousser les gens à acheter les vignettes. C'est vraiment une opération forcée. On est en train de récupérer les usagers de la route pour payer les vignettes. Et c'est pas facile de payer parce que les gens se plaignent. Ils ne voient pas ce que font l'État avec cet argent de vignettes. Mais il pousse quand même les gens à payer et cet argent va directement dans l'utilisation des postes de particuliers, mais ça ne revient pas au profit de la population. C'est ce qui crée, les gens ne veulent pas payer, ils se plaignent de cet argent-là. Chaque année, ils payent, mais on ne voit pas les résultats. Joseph Mankamba,
citoyen journaliste depuis Kananga au Kasaï occidental. L'actualité ici chez nous à Kananga, c'est l'assistance d'un centre de santé dans un des quartiers de la ville. Le centre de santé qui était presque dépourvu de matériel va bientôt recevoir une assistance en lit et matelas donc du gouvernorat de la province du Kasaï occidental. Il s'agit d'une assistance pour permettre des bonnes conditions d'hébergement ou d'hospitalisation ou encore des traitements des malades de ce centre de santé. Vous êtes branché sur la 3x.wradiolissolo.com. En République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent entre l'armée régulière et des soldats déserteurs, on a appris aujourd'hui le massacre d'une centaine de personnes, des civils pour la plupart. Ces tueries qui se sont déroulées la semaine dernière dans l'est du pays sont à mettre au compte de 2 groupes rebelles très actifs. Georges Ibrahim Tunkara. Des villages entiers incendiés, des personnes tuées à l'arme blanche avant d'être brûlées. Les faits sont rapportés par le vice-président de la société civile du Nord Kivu. Selon Omar Kavota, que nous avons joint à Goma, ces tueries sont surtout le fait des rebelles Hutus rwandais des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Des rebelles qui, en représailles à une attaque de miliciens Maïmaï, s'en sont pris à tous ceux qui le soupçonnaient de collaboration avec ces miliciens. La population payait les actes de représailles des groupes armés qui s'affrontaient pratiquement entre eux. Une bonne centaine de personnes ont été exécutées. Des personnes, d'autres ont été grièvement blessées et au compte des milliers de déplacés. Les villages sont incendiés en entièreté. Bref, une situation tellement atroce et nous pensons que l'autorité devait être rétablie ici pour que la population puisse témoigner de la sécurité, de la quiétude, de la protection même de l'État congolais. Toujours selon le vice-président de la société civile du Nord Kivu, ces attaques se sont déroulées du 26 au 29 avril et du 12 au 14 mai dernier dans les territoires voisins des Massissi et des Walikale dans le Nord Kivu. Le Nord Kivu, le ventre mou de la République démocratique du Congo en raison de la multiplicité des groupes armés dans cette région. Et pour l'analyste politique congolais Philippe Biyoya, la fin des violences dans cette partie du Congo n'est sans doute pas pour demain. Depuis la crise rwandaise des années 94, il y a au moins 2 millions de Rwandais qui sont entrés avec une armée, avec pratiquement un gouvernement et qui ne sont jamais sortis. Les Rwandais n'ont pas réglé leurs problèmes. Comment voulez-vous et que le Kivu soit en paix? La paix du Kivu dépend de la paix du Rwanda, la paix du Burundi et la paix de l'Ouganda. Les Nations Unies estiment à 3000 le nombre de combattants rwandais encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis j'ajoute encore que la représentante de l'UNICEF en RDC, Barbara Bentheim, a condamné les tueries d'enfants dans les provinces voisines et instables des nord et sud de Kivu, où une vingtaine d'enfants ont été tués depuis début mai. L'UNICEF rappelle notamment le cas de 2 enfants brûlés vifs le 9 mai dans leur maison, avec 2 adultes au Tanzania, dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Dans un précédent communiqué, l'agence onusienne attribuait l'attaque à de présumés éléments des rebelles Hutus rwandais, des FDLR, les forces de libération du Rwanda. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com. De nouveau, un lourd bilan des combats entre groupes armés dans l'est du Congo-Kinshasa. Selon la société civile du Nord Kivu, des attaques attribuées à des miliciens Maïmaï et à des rebelles FDLR auraient fait plus de 100 morts la semaine dernière. Des violences survenues dans le Massissi et le Walikale et confirmées par le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paloukou. Les Maïmaï qui seraient encore actifs dans Walikale sont les Maïmaï Tcheka, c'est comme ça qu'on les appelle dans la région. Mais dans la partie de Massissi, il y a les Maïmaï APCLS, mais tous ces groupes Maïmaï sont couplés aux petits groupes d'FDR qui restent dans cette partie de la province. Mais pour des intérêts inavoués, peut-être économiques, de temps en temps, ils peuvent se disputer et commencer à se tirer dessus, et c'est la population qui en pâtit. Voilà pourquoi les forces armées sont en train de s'organiser pour aller maîtriser et les forces Maïmaï et les forces FDLR, pour qu'on se rassure que les dangers étaient partis et que la population vive en paix. Et vous confirmez qu'il y a eu des exactions contre les populations? Nous confirmons que ces informations nous sont parvenues, mais comme ça s'est passé il y a 24 heures, il est difficile de commencer à qualifier les atrocités sans les avoir comprises. Je ne saurais pas donner un bilan à ce jour. Il est trop tôt de donner la version réelle de ce qui s'est passé effectivement sur le terrain.
Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, en ligne avec Karine Franck. De son côté, l'UNICEF parle de tuerie d'enfants dans l'est du Congo, Kinshasa. Selon les responsables du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, une vingtaine d'enfants ont été tués depuis 3 semaines au nord et sud Kivu. L'agence onusienne accuse régulièrement les rebelles Hutus rwandais FDLR d'être les auteurs de ces exactions. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Les conflits avec d'abord, on l'aura compris, c'était Katombe à l'est de la République démocratique du Congo. 100 morts, bilan d'attaques attribuées à des miliciens Maïmaï et à des rebelles Hutus rwandais des forces de libération, FDR. C'est ce que révèle en tout cas la société civile du Nord Kivu, qui regroupe des organisations non gouvernementales, syndicats, associations travaillant notamment dans le domaine des droits de l'homme. Les activités de ces deux mouvements armés sont en nette recrudescence depuis la suspension le 11 avril des opérations militaires menées par l'armée congolaise. L'armée qui est sur un tout autre front, aux alentours de Rutshuru, non loin du Rwanda et de l'Ouganda, elle traque toujours les ex-rebelles mutins. Une vingtaine d'enfants figurent parmi les victimes recensées depuis le début du mois, selon un pointage de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et puis, les avocats de Thomas Lubanga se concertent avant de donner une suite au jugement rendu contre leur client voilà 2 mois à peu près. Le leader de l'Union des Patriotes a été reconnu coupable de crimes de guerre pour avoir utilisé des enfants soldats dans la guerre civile en Ituri. L'un des défenseurs, maître Catherine Mabi, explique que le cabinet n'a pu entrer en possession que de 700 pages du jugement tout en dénonçant la neutralité des juges. Maître Catherine Mabi avec nos confrères de Radio Okapi, partenaire de la Radio des Nations Unies. Le premier enfant soldat qui est venu témoigner dans le procès de M. Lubanga a déclaré qu'on lui avait appris sa leçon et qu'il venait dire là des mensonges. Ensuite, il s'est rétracté, mais il a commencé par expliquer qu'il avait menti. Thomas Lubanga a été déclaré coupable malgré le fait que la Chambre a exclu premièrement ses 9 enfants soldats, deuxièmement, et par ricochet, les 2 autres parents qui étaient venus témoigner en ce qui concerne ces enfants soldats. Elle a également exclu de la preuve les seules victimes de Mahagi qui avaient été amenées à témoigner et elle les a exclus totalement de la preuve en indiquant dans son jugement que les témoins qui seraient venus témoigner avaient usurpé l'identité d'autres témoins. Peut-être une éclaircie au sujet du Soudan du Sud et du Soudan. La semaine prochaine, les 2 voisins vont reprendre les négociations suspendues après des jours de combats et de tensions à leurs frontières communes. L'annonce vient du médiateur, l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. Aucune date précise. Vous êtes branché sur la 3x.radiolisolo.com. La situation s'aggrave dans l'est du Congo démocratique. Des milliers de personnes fuient les combats entre l'armée et les mutins, les ex-CNDP. Pour la seule journée d'hier, plus d'1 millier de personnes ont fui le Nord Kivu pour l'Ouganda, selon le HCR. 2 convois ont été éloignés de la frontière à bord de camions du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Des réfugiés et déplacés qui se comptent désormais par dizaines de milliers. Vous êtes branché sur la 3x.radiolisolo.com. République démocratique du Congo, les affrontements et guerres des mots dans le nord-est du pays. Les mutins, anciens rebelles du M23, rejettent les accusations du gouverneur Julien Paluku à Goma, disant qu'ils font alliance avec les rebelles rwandais. Le M23 accuse l'armée d'être de connivence avec les FDLR, mais comment expliquer cette insécurité récurrente dans le Nord Kivu? Martin Fayoulou, député national et leader du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Ce que nous pensons de tout cela, c'est une distraction, c'est un complot entre les gens qui sont à Kinshasa et les gens de Kigali pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis le 6 mai, il y a redynamisation du CNDP. C'est pas le M23. Le M23, ce n'est que le CNDP sous un autre nom. Monsieur Makenga, c'est un monsieur qui a travaillé avec les Bosco Tanganda. Bosco Tanganda lui-même a travaillé avec Laurent Kunda. Donc nous le savons très bien. Maintenant, on pointe le doigt les FDLR, le Maïmaï. Non, c'est une distraction. On nous envoie ailleurs et on ne regarde pas le problème. Le problème, c'est quoi selon vous? Le problème, c'est que le Rwandais veut à tout prix occuper cette partie du Congo. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut déplacer les gens. Comme ça, les populations rwandaises viennent s'installer jusqu'à ce qu'à un moment donné, on va poser la question de
l'autodétermination. Kigali vient de dire que c'est faux et même Kigali a offert sa médiation, a rencontré récemment une délégation de Kinshasa. Kigali a toujours nié tout cela. Oui, mais Kigali ne peut que nier. Alors, Kigali nous dit qu'il y a un accord qui a été signé entre le ministre des Affaires étrangères congolais et son homologue rwandais. C'est ça qu'on nous a dit. Mais où est cet accord? J'ai posé une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. J'ai demandé le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qu'il vienne à l'Assemblée nationale pour nous dire de quel accord on parle-t-on. Il a signé quel accord avec son homologue rwandais? Dans le passé, l'armée patriotique rwandaise a mené plusieurs incursions dans le Congo pour combattre les FDLR aussi. Hein? Et qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a donné absolument rien. Donc les FDLR sont là et les populations congolaises continuent à vider les lieux. Il y a des milliers de gens qui partent et ils partent où? Aller à Goma aujourd'hui, dans des écoles. Il y a plus de 30 000 familles dans des écoles qui sont logées là-bas parce que sont des déplacés. À Massissi, il y a une administration parallèle du CNDP. Est-ce que les autorités congolaises voient? Nous comprenons cette distraction-là. On nous fait une diversion pour qu'on dise que non, il y a des gens qui combattent. Mais pourquoi, quand les FRDC font des avancées significatives, ils sont prêts de mettre en déroute le mutin? Pourquoi on leur demande d'arrêter? C'est la question qu'on se pose. Martin Fayoulou, député national et dirigeant du parti de l'engagement pour la citoyenneté et le développement à Kinshasa. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes. Voici leur témoignage sur l'actualité dans leur localité. Je m'appelle Daniel, je suis journaliste de Kinshasa. Vous savez, il y a cela 2 jours, le transport en commun n'avait pas à circuler à cause du droit de tracasseries et autre chose que les dirigeants font. Mais pendant ces 2 jours de discussion, j'ai vu que les chauffeurs des transports en commun ont pu gagner la route. Et aussi les embouteillages, surtout dans le boulevard Lumumba, vraiment il n'y a pas moyen de ça. Il faudrait que l'État accélère les travaux de construction des routes. Vous pouvez vous imaginer, à propos peut-être, je peux prendre la route Kabambar, le poste Kabambar. C'est depuis environ 1 année ou 11 mois déjà que les travaux ont commencé, mais jusqu'à présent, on n'est même pas la moitié de l'activité. C'est un peu ça ce qui fait mal à la population. À quand ces travaux vont finir? Moi, c'est Rose Mbouyi, je suis journaliste citoyen basé à Mbujimaï, au Kasaï oriental, en RDC. Actuellement, dans les rues de Mbujimaï, il y a la question de l'eau qui se pose, qui persiste. Donc, la population n'est pas ravitaillée en eau potable. Les hommes, les femmes, les enfants se lèvent vers les heures du matin pour chercher à se ravitailler en eau. Ça, c'est sur le plan social. Et sur le plan politique, il y a la question d'insécurité qui se pose en Mbujimaï ou dans la province du Kasaï oriental où à 45 km de la ville, il y a un trésor qui a été tué par un policier. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. La République démocratique du Congo est à nouveau balayée par de nouveaux combats ces dernières semaines, après que des centaines de soldats aient fait défection de l'armée en raison de la faible rémunération et des mauvaises conditions de vie. Ces mutins ont reçu l'appui du général Bosco Ntaganda, actuellement recherché par la Cour pénale internationale, la CPI, pour crimes de guerre. Le gouvernement congolais a déclaré ce lundi 21 mai qu'au moins 25 mutins fidèles à Ntaganda ont été tués dans les affrontements avec l'armée régulière. Et puis dans un communiqué rendu public aujourd'hui, ce mercredi 23 mai, les mutins congolais dénoncent une collaboration entre l'armée régulière et rebelles Hutus rwandais. Ils disent disposer de preuves de leurs allégations. Les rebelles Hutus rwandais combattraient aux côtés des forces armées de RDC contre les mutins. C'est en tout cas l'accusation portée par les soldats dissidents se réclamant du mouvement du 23 mars, le M23. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un résident de Ntamungenga où ont lieu les affrontements meurtriers. Ils étaient au nombre de 60 éléments venant du Rwanda pour venir aider les assaillants dans les montagnes. Alors il y a 2 qui sont attrapés déjà à cette heure.
Vous les avez vus vous-même? Oui, même devant la population, ils ont expliqué tout ce qui s'est passé, comment ils sont venus quitter Rwanda vers ici. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que le M23 travaille avec les militaires rwandais? Justement, ils travaillent avec les militaires rwandais, puisque nous-mêmes, nous avons vu, toute la population était là. La population était là. Nous avons même vu le carte en main comme ça. Ce qu'ils ont expliqué, donc vraiment c'est réel, c'est juste. Il n'y a pas à discuter puisqu'ils sont attrapés vraiment en flagrance. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Entre le chemin vers la République démocratique du Congo, les combats au nord Kivu entre l'armée congolaise et les rebelles qui soutiennent le général Bosco Ntaganda ont fait de nombreuses dizaines de déplacés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Selon l'ONU, environ 60 000 personnes ont fui les violences, dont 47 000 dans le nord Kivu. Et la situation humanitaire est préoccupante, comme l'explique Imam Sherif, chargé d'information publique pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au nord Kivu. Elle a été jointe par Yeroun Ndiaye. La situation humanitaire actuellement est plutôt préoccupante. Nous avons énormément de populations déplacées sur différents territoires de la province. Sur l'ensemble des 6 territoires, nous avons 4 territoires qui sont concernés par ces déplacements, qui ont été causés par les affrontements qui ont lieu actuellement. Donc nous, notre devoir en tant qu'humanitaire et avec l'ensemble de la communauté humanitaire, c'est de venir en assistance à ces populations déplacées au sein de la RDC et au sein de la province du Nord Kivu. Madame, en plus de ces déplacés internes, est-ce que d'autres déplacés dans les pays voisins n'est pas signalé? Si, nous avons eu des mouvements, comme vous le savez, la province du Nord Kivu a des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda. À l'heure actuelle, les chiffres qui ont été rapportés notamment par le HCR font état de 9 000 personnes déplacées vers le Rwanda. Et nous avons également eu environ plus de 30 000 personnes qui sont déplacées actuellement en Ouganda. Quelle est un peu la stratégie mise en place par toutes les ONG qui interviennent sur le terrain? Donc la stratégie, c'est au sein de la coordination humanitaire. Nous sommes en discussion avec l'ensemble des partenaires et également le gouvernement provincial du Nord Kivu pour voir dans quelle mesure nous pouvons apporter une réponse la plus rapide possible et la plus variée possible. Donc ça se passe au sein des mécanismes de coordination avec les différents clusters concernés. Nous sommes en train de mobiliser toutes les ressources que nous avons à notre disposition pour répondre aux différents besoins exprimés, comme je vous l'ai dit, en santé, en eau, hygiène, assainissement, en vivres, en éducation, en nutrition. Imam Sherif est chargé d'information publique pour le Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Nord Kivu. Elle était interrogée par Yeroun Ndiaye. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Depuis fin avril, plus de 77 000 personnes ont fui les violences qui déchirent l'est du Congo, Kinshasa. Mais c'est le dernier chiffre dévoilé par l'ONU après le début des combats entre forces armées et soldats mutins du M23. 47 000 civils ont été déplacés dans la province du Nord Kivu. 30 000 autres ont quitté le pays pour passer côté ougandais et rwandais. Autre source d'inquiétude dans l'est, les affrontements entre miliciens Maïmaï et rebelles Hutus rwandais FDLR. Ils auraient fait une centaine de morts la semaine dernière selon la société civile du Nord Kivu. Un chiffre qui pose question sur l'efficacité des soldats onusiens pourtant déployés dans la région. La MONUSCO affirme que les régions touchées sont très difficiles d'accès. Elle confirme l'existence de victimes mais pas le bilan d'une centaine de morts. Autre chiffre donné par l'ONU, celui du Fonds de l'enfance. L'UNICEF condamne les tueries d'enfants au nord et au sud Kivu. Une vingtaine figurent parmi les victimes d'une série d'attaques depuis le début mai. Pour Bertha Travieso, chef du bureau de l'UNICEF pour le sud Kivu, les enfants sont même délibérément visés. Je pense que c'est une stratégie pour faire très peur, évidemment, et pour faire fuir les populations. Les conséquences sont terribles. Ce sont des enfants qui sont tués, mutilés, qui sont des actes qui sont complètement condamnables et contre la loi en vigueur en RDC. Je pense que, évidemment, la MONUSCO essaie de se déployer dans ces endroits, mais ce n'est pas possible d'être dans tous les endroits où les populations peuvent être ciblées. C'est des grands territoires avec beaucoup de villages. Il n'y a pas de route dans beaucoup d'endroits et donc c'est très difficile d'être partout
tout en même temps, qui profitent des différentes factions. Bertha Travieso, chef du bureau de l'UNICEF pour le Sud Kivu, elle répondait à Zéphirin Kouadio. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Il pleut encore des bombes dans l'est de la République démocratique du Congo, entre le Massissi et Walikale, où les milices Mai Mai font face depuis quelques jours maintenant aux rebelles rwandais des FDLR. Conséquence, des populations de la région du Nord Kivu y laissent leur peau innocemment. Des centaines de personnes ont péri sous les balles de ces assaillants qui n'hésitent pas à s'attaquer à eux, les soupçonnant d'être de mèche avec l'ennemi. Des villages ont été incendiés pour l'heure. Les forces armées congolaises préparent la riposte qui devrait être de taille puisqu'elles entendent visiblement s'en prendre aux deux belligérants. Il faut dire que ces combats viennent en ajouter à l'atmosphère déjà lourde créée par le mouvement M23, composé de fidèles au général Bosco Ntaganda sous le coup des mandats d'arrêt international et qui est actuellement traqué par les forces congolaises sur ordre du président Joseph Kabila lui-même qui veut le livrer à la Cour pénale internationale, CPI. Vous êtes branché sur la 3xWRadiolisolo.com. Groupe armé qui opère dans la région. Et donc, dès qu'il y a un groupe armé qui commence, automatiquement, tous les autres qui étaient inactifs recommencent. Et c'est ça qui fait souvent embraser toute la situation et qui rend la situation assez difficile. Sur le plan humanitaire, c'est ça que nous constatons, c'est tous ces déplacements massifs des populations qui sont obligées de quitter leur milieu de vie à cause de l'insécurité, à cause de tout ce qu'il y a comme affrontement. Et donc, ils sont en déplacement dans des camps de réfugiés, dans les écoles, dans les églises. Voilà un peu la situation. Ces déplacés, vers quelle zone se dirigent-ils Vont-ils vers Kinshasa, la capitale, plutôt vers Goma, ou fuient-ils même dans d'autres pays, les pays frontaliers? Au fait, Kinshasa, la capitale, n'est accessible que par avion. Donc, il n'y a pas de déplacés qui quittent ces milieux-là pour Kinshasa, sauf probablement ceux qui en ont les moyens, qui peuvent prendre un avion. Mais les déplacements sont surtout faits dans la même province du Nord Kivu, mais dans les endroits qui semblent être sécurisés actuellement. Et d'autre part, c'est aussi en Ouganda et au Rwanda que ces déplacements ont lieu. Surtout maintenant au Rwanda où on a un camp, le camp d'Nkamira. C'est un camp qui se trouve environ à 25 km de Goma qui se trouve au Rwanda. Et dans ces camps-là, justement, il y a afflux de déplacés. Nos collègues de Caritas Rwanda que nous avons contactés au téléphone, la semaine passée, déjà parlaient de 10 000 déplacés qui étaient arrivés là-bas. Au fait, c'est un camp qui a accueilli à l'époque les déplacés rwandais qui étaient dans les forêts congolaises. Et aujourd'hui, c'est le même camp qui accueille les Congolais qui fuient les affrontements. Donc, en bref, les déplacements ont lieu dans le Nord Kivu vers les endroits les plus sûrs et dans la ville de Goma elle-même, mais également au Rwanda et en Ouganda voisin. Comment vivent les déplacés dans ces camps? Est-ce qu'il manque de nourriture, peut-être d'eau et de premiers soins? Comment est-ce qu'on y vit? La situation dans ces camps est très difficile, très difficile. Et il faut dire que pour le moment, jusqu'à la semaine passée, il n'y avait aucune prise en charge effective. Pour la simple raison que la guerre avait pris un peu tous les humanitaires qui n'y s'y étaient pas préparés. On avait l'impression de tendre vers une pacification. Et donc, tout le monde était surpris. Et les gens se sont déplacés dans ces camps. Il n'y a pas eu une prise en charge effective. On n'a pas eu de problème jusque-là de grandes épidémies. Mais sur le plan de l'alimentation, c'est la faim qu'il y a dans ces camps. Il n'y a pas à manger parce que les déplacés ne peuvent transporter qu'une mousse pour les lits. Et les enfants, les vieillards aussi. On ne peut pas transporter à manger les articles ménagers. Donc, il manque de tout. Et aussi, il y a un grand problème de promiscuité. On a déjà identifié quelques cas de violences sexuelles. Il y a également des problèmes d'abri c'est la saison des pluies. Il pleut régulièrement dans la zone de Goma, donc ils sont exposés à toutes ces intempéries. On doit avouer que pour le moment, il n'y a aucune prise en charge. Les ONG sont dans la mobilisation des fonds, sont dans les plaidoyers auprès de leurs bailleurs de fonds. Peut-être à partir de cette semaine, mais en tout cas jusqu'à la semaine passée, il n'y avait pas encore de grandes interventions en faveur de ces populations déplacées. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, la MONUSCO, a installé 3 bases stratégiques des casques bleus autour de la frontière de Bunagana entre l'Ouganda et la RDC pour empêcher la nouvelle rébellion de M23 d'occuper cette zone. Les rebelles occupent les collines de Runyoni à environ 3 km de cette frontière. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa. La MONUSCO l'a annoncé officiellement au cours d'un café de presse organisé à Goma qui a réuni les professionnels des médias, les autorités locales et les représentants des différentes organisations de la société civile. Madame Meheirout Salassié, chef de bureau de la MONUSCO au Nord Kivu. La MONUSCO a déployé sur axes stratégiques autour de Bunagana et à Bunagana pour faire en sorte que cette ville ne tombe pas dans les mains des mutins. Nous sommes là-bas avec les FARDC. Nous ferons tout pour qu'un événement pareil ne se passe pas. Le M23 a réagi et précise que son objectif n'est pas de contrôler la localité de Bunagana. Colonel Vianney Kazarama, porte-parole de M23 que j'ai joint au téléphone. Nos accords qui n'étaient pas voir là où nous avons réclamé pour le contrôle de la cité de Bunagana. Ce n'est pas notre mission. Donc ça c'est une fausse information. Nous sommes à 3 km de Bunagana. Et notre mission c'est de l'application des accords de Goma. Il n'y a que ça. Depuis dimanche dernier, les FARDC ont récupéré le village de Djomba, mais pour l'instant, les combats ont été suspendus. Les autorités militaires disent que les FARDC sont toujours en alerte. Madame la chef du bureau de la MONUSCO félicite les FARDC. La performance actuelle des FARDC pour mater la mutinerie auquel ils sont confrontés est quand même relativement remarquable. Il y a beaucoup d'avancées, ce n'est pas une petite affaire, surtout que c'est un problème interne. Les mutins, quant à eux, restent à la défensive et sont coincés dans les collines de Runyoni. Nous faisons l'autodéfense. Les gouvernements, les forces gouvernementales, quand ils nous attaquent, nous faisons l'autodéfensive. Nous n'avons pas l'intention d'aller attaquer les forces gouvernementales. C'est les FARDC qui nous attaquent souvent. Certains acteurs de la société civile estiment que la MONUSCO devait tout faire pour sécuriser les populations locales. Douni Aruyenzi. Les Nations Unies doivent mettre beaucoup d'efforts, doivent viser ce qui sont les causes majeures, notamment l'insécurité. Et cette insécurité est causée par la prolifération, la création continuelle des groupes armés et les violations des droits humains qui sont perpétrées par tous ces groupes armés. Quelques habitants regagnent progressivement leurs habitations à Bunagana, a précisé le chef du groupement de Djomba. Primo Pascal Rudahigwa, Goma, La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. Ennett Banza, citoyen journaliste de La Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Voilà, présentement, ici à Lubumbashi, nous assistons à une tracasserie des agents de l'ordre. Donc la PCR, police de circulation routière. Cette tracasserie nous a mené à un scandale très terrible. Ils poursuivaient avec leur moto un bus nommé Takwa de transport Lubumbashi-Likasi. Vraiment, ce bus allait à une très grande vitesse pour échapper à leur poursuite. Voilà, le bus est allé buter dans un minibus. Il y a eu 3 morts, donc une femme, un homme et un bébé, ainsi que de blessés. Erzine, journaliste citoyen de Kinshasa. Et puis, depuis le lundi, on avait un problème de transport. Les chauffeurs de taximens ne voulaient plus travailler parce que il y avait des policiers qui leur tapaient et leur demandaient de payer l'assurance pendant qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour payer. On a fait 2 jours à la maison. Il y avait vraiment des difficultés dans la ville. Personne ne pouvait se déplacer pour aller comme au travail, chercher quelque chose, vendre comme d'habitude. Et après, le gouverneur de la ville a suspendu cette sentence et après, ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, tout le monde a vaqué à ses occupations. Ça va maintenant à la ville. Vous êtes branché sur la 3xW-radiolisolo.com. Est pris vendredi matin dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, entre l'armée congolaise et des mutins ex-rebelles basés près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda.
Nous avons repris les affrontements, nous attaquons les mutins à l'arme lourde pour les chasser du sommet de la colline de Tchanzu, l'un des fiefs des soldats se réclamant du mouvement du 23 mars M23, a déclaré un colonel loyaliste participant à l'offensive. Les combats se déroulent dans le territoire de Rutshuru, où les affrontements sont concentrés depuis une dizaine de jours, près de la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Les populations des environs de Tchanzu gagnent la route principale pour se rendre en Ouganda voisin, a constaté un journaliste. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. La RDC, où un nouveau développement inquiète la société civile de l'Ituri. Selon Radio Okapi, 4 groupes armés ont formé ce qu'ils ont appelé coalition de groupes armés de l'Ituri et qui est dirigée par le colonel dissident Matata Banaloki, alias Cobra. Selon nos confrères congolais, cette coalition demande au gouvernement central une amnistie pour tous les miliciens opérant en Ituri et la reconnaissance de ce district comme province de la RDC. J'ai contacté le président de la société civile de l'Ituri, Jean Bosco Lalo. En fait, comme vous, nous aussi nous l'avons appris ainsi, que Cobra Matata finalement aurait fait maintenant une coalition avec tous les autres groupes armés qui avaient des résiduaires ici en Ituri. Ils ont nommé TGI, coalition des groupes armés de l'Ituri. Depuis 2 jours qu'on en parle, et nous aussi on a été informés. Et aussi, nous avons appris qu'il y a des localités qu'ils ont continué encore à occuper. Vous avez demandé aux autorités locales et nationales de reconnaître ces groupes et de négocier et de reconnaître en quelque sorte la légitimité. Est-ce une bonne politique? Et en fait, nous, on n'a pas demandé qu'on les reconnaisse, mais au moins ils existent parce qu'ils ont scié les côtes au gouvernement, ça fait plus ou moins 5 ans que les opérations militaires ont montré les limites. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement s'il pouvait les approcher et essayer de les écouter et voir comment les contenir. Donc nous, on ne demande pas qu'on les reconnaisse, mais plutôt comme ils existent déjà, et que militairement, ils n'arrivent pas à les anéantir pour sauver la vie à la population. Nous demandons justement qu'on puisse voir comment les approcher et parler avec eux. Est-ce la solution à long terme? On fait partie de l'armée nationale, on déserte, on forme un groupe armé et on fait des revendications. Est-ce le genre d'avenir que vous voulez pour votre région? En fait, pour nous, ce n'est pas non plus ça la solution, mais il a été reconnu par toutes les parties prenantes que les opérations de DDR, donc de réflexion des combattants, qui s'est déroulé chez nous ici à 3 phases, toutes les 3 phases n'ont pas bien marché. En tout cas, les causes des échecs ont été démontrées à chaque étape et finalement, on n'a pas compris pourquoi on n'a pas si amendé la façon de faire. Et justement, entre autres aujourd'hui, parmi les revendications, il dénonce ces mauvais traitements qui a été réservé aux actifs combattants. Alors, vous avez eu des réactions de la part des autorités locales et nationales suite à votre appel? Au niveau local, il y avait des débuts de discussion, mais malheureusement, ils ont été aussi déçus parce que le comité district, à un moment donné, est allé jusqu'au centre de cantonnement de Cobra Matata avec l'espoir que le gouvernement viendrait vite. Mais finalement, cela est resté jusqu'à aujourd'hui désespéré. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les districts ou l'autorité provinciale puissent encore avoir des mots à dire de ce sujet-là. Le président de la société civile de l'Ituri, Jean Bosco Lalo. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Journaliste citoyen de la Voix de l'Amérique à Kikwit. Les mamans de Kikwit se lèvent très tôt le matin, vers 4 heures, elles partent de 20 à 30 km à pied pour chercher quelque chose tel que les pondous, les matembele, les champignons, elles prennent ça, elles reviennent, elles revendent ça aux gens qui partent à Kinshasa et autres fabriques de pain, autres encore fabriques de beignets pour s'auto-prendre en charge. Pour les papas, ils sont là en train de voir où la situation va nous amener. Les papas sont bien. Les papas de Kikwit sont là en train de prendre des dames. Ils n'ont pas de boulot. Ils ne savent pas quoi faire. Ce sont des mamans qui se débrouillent pour nourrir la famille. Furaha Kavo, citoyenne, journaliste depuis Butembo, dans les provinces du Nord Kivu. En ville de Butembo, il y a de l'insécurité dans quelques communes.
Et surtout à partir de 22h et 21h là, il y a des mains armées qui attaquent la population, qui attaquent même jusqu'à quelques parcelles visant de vouloir voler le bien de la population. Et à propos de la Radio Liberté, c'est toujours à la une, c'est pas encore fonctionnel. Les émissions de la Radio Liberté sont encore en suspension et leur animateur est encore en prison. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Les soldats mutins du M23 et les FDLR seraient complices. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ouais, selon les autorités, il existe des preuves de collusion entre les déserteurs de l'armée et les rebelles hutus rwandais actifs dans l'est du pays. Le M23 est officiellement dirigé par le colonel Sultani Makenga, ex-numéro 3 du groupe rebelle CNDP. Mais pour Kinshasa, c'est bien Bosco Ntaganda, l'ex-numéro 1 du CNDP, qui est aux commandes. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, refuse d'ailleurs de reconnaître officiellement le nouveau mouvement rebelle. Il répond à Karine Franck. Pour nous, le M23 n'existe pas. Ils font une sorte de tour de passe-passe communicationnel pour ne pas avoir la casserole d'un Ntaganda sur les pieds. Mais c'est Ntaganda qui conduit tout et Ntaganda qui conclut des alliances avec les forces négatives du FDLR qu'il prétendait combattre il y a encore quelques mois. Il s'agit d'un constat que le commandement militaire sur le terrain a fait, que se trouve aux côtés des mutins un certain colonel Mandevou, qui est un des chefs militaires de FDLR. Comment expliquer qu'il se trouve juste au front face à nos troupes, ensemble avec ceux de Ntaganda? Ce mouvement assure que ce sont plutôt les forces armées congolaises qui travaillent avec les FDLR et qui ont des intérêts communs sur le terrain. C'est n'importe quoi. Même nos partenaires rwandais savent très bien le prix du sang que nos garçons sont en train de payer contre les FDLR. Et donc, ces discours de propagande de Ntaganda et compagnie ne nous impressionnent pas du tout. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, est face à ces accusations. Le M23 répond. Pour le major Anissé Kaindo Sikulindambi, ce sont au contraire les autorités qui sont alliées aux rebelles FDLR. Le M23 n'est pas un mouvement du général Bosco Ntaganda. Nous sommes repliés dans les Rutshuru et nous ne sommes pas avec lui. Il est dans le Massissi où le gouvernement a pris langue avec lui et qui lui a promis de les sécuriser. Il n'est pas avec nous ici, madame. Le gouvernement vous accuse aussi de collusion avec les FDLR. Qu'est-ce que vous répondez? C'est le gouvernement qui est allié au FDLR. Nous ne pouvons jamais travailler avec les FDLR parce que nous avons juré de les combattre. Ils ont fait une réunion pour mener des opérations conjointes contre les M23. Lorsque nous constatons que sur terrain, le gouvernement est en train de dégarnir les terrains qui étaient occupés par le FARDC pour les concentrer presque toutes là où nous sommes et laisser le terrain au FDLR, c'est bien une preuve tangible qu'il y a la complicité entre le gouvernement et les FDLR. Le major Anissé Kaindo Sikulindambi, l'un des responsables du M23. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Georges Tchonza Mata, vous êtes en Afrique centrale, une région instable, qui est réputée instable. Il y a la République démocratique du Congo, notamment l'est du pays. Il y a la Centrafrique, et il y a aussi le Rwanda, le Burundi. Bref, c'est une zone qui est très agitée. Quelle explication on peut donner à l'instabilité dans cette partie du continent? Pour particulièrement la région Afrique centrale, il faut ajouter deux éléments clés. Il y a d'abord la crise des modèles de gestion des États. Je crois que depuis les heures d'indépendance, on ne s'est pas donné nous-mêmes un modèle de gestion de l'État consensuel nous permettant effectivement de gérer des crises. Des crises sont normales dans quelque chose qui fonctionne. Mais ces crises doivent avoir également des mécanismes de leur propre gestion et même aussi de pouvoir les surmonter. Donc, on n'a pas eu ces mécanismes de gestion, d'un modèle de gestion approprié à nos cultures. On a cherché à copier des modèles qui n'étaient pas les nôtres et qui ne correspondaient pas à nos cultures et qui ont mal tourné finalement parce qu'on voit même que là où il y a eu de soi-disant régime démocratique, facilement, à un moment donné, il y a eu un groupuscule de gens au pouvoir qui se sont emparés de tous les rouages de pouvoir d'État pour pouvoir s'ériger
en gestionnaire unique des intérêts du pays. Et finalement, ça a provoqué des crises. Deuxième aspect extrêmement important, je crois, c'est évidemment, les collègues ont parlé de l'héritage colonial. Oui, l'héritage colonial a joué un très grand rôle au niveau de l'Afrique centrale, avec énormément des divisions créées par des stéréotypes fomentés par les colonisateurs afin de dominer le peuple et finalement les opposer les uns contre les autres. Et ces stéréotypes n'ont pas disparu et nous-mêmes n'avons pas suffisamment travaillé pour enlever ces stéréotypes afin de créer finalement un autre type d'hommes et de femmes dans nos sociétés pouvant être capables de surmonter des difficultés au moment où l'État les connaîtrait dans sa gestion. Donc voilà, le troisième élément que je peux ajouter, évidemment, et il ne faut pas l'oublier du tout, c'est la convoitise, ce que les collègues ont appelé la mondialisation. Cette fameuse mondialisation nous a amené à ce qu'effectivement, le marchand de canons, les marchands de tous les instruments de la mort ait fourni en même temps que la recherche de l'acquisition, la mainmise sur les ressources naturelles des États, a monté des groupes les uns contre les autres. Chionza Amata, vous êtes en Afrique centrale. Il y a beaucoup de crises dans cette région. Concrètement, qu'est-ce que les dirigeants de la région, qu'est-ce que la CEEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et les organisations de la société civile font pour prévenir les crises dans cette région? Écoutez, je crois que la plupart de ces crises arrivent tout en le voyant venir et puis on n'intervient pas et puis on a l'impression d'être surpris. Mais je crois qu'il y a deux facteurs. Premièrement, c'est parce que il y a dans le corps social un groupe qui se considère comme étant un groupe à part. Et souvent, les armées se considèrent comme étant un groupe à part avec un esprit tout à fait différent des autres corps de la République. Et ça, c'est un. De deux, il y a ensuite le problème d'incapacité institutionnelle à gérer ou à prévenir même des conflits. Dans tous ces États, que ce soit en Afrique centrale ou ailleurs, il n'existe pratiquement pas un mécanisme institutionnel, incluant l'administration, la société civile ainsi que les partenaires techniques internationaux pour pouvoir faire l'alerte et proposer des mesures de réaction rapide. Ces mécanismes-là, vraiment, ça manque. Nous avons en Afrique centrale ce qu'on appelle les mécanismes d'alerte rapide en Afrique centrale, le MARAC, qui est un mécanisme mis en place au niveau de la CEAC, mais ces mécanismes se limitent à des niveaux uniquement informationnels. Ça dit quoi? On collecte des données dans chaque pays. Les MARAC disposent des correspondants dans chaque pays. Nous-mêmes, au niveau du Prégesco, nous avons des correspondants de la société civile qui participent à ces mécanismes. Mais quel est le traitement qui est fait des informations qui sont données chaque jour par le MARAC? Rien du tout. Parce qu'il n'existe dans aucun État jusqu'à ce jour, même au niveau même de la CEAC, un mécanisme chargé de traiter ces informations afin de faire rapidement des propositions, des mesures afin de prévenir ces conflits. Et donc ça n'existe pas. Donc il faut absolument passer de la phase, je dirais, cosmétique d'alerte vers la phase réelle avec des capacités d'action, pas nécessairement militaires, mais des actions d'information, en même temps aussi de dialogue avec les acteurs sur différents cas. Alors, Monsieur Georges Chionza Mata, oui. Concrètement, est-ce qu'il y a des pays de la sous-région Afrique centrale qui sont menacés aujourd'hui d'implosion? Écoutez, tous les pays sont menacés d'implosion ou de crise. Les causes de ces conflits n'ont jamais disparu. On essaye de souffler un peu pour qu'on les atténue. On met en place des institutions qui ne fonctionnent que lorsque, on veut quand même partager les pouvoirs, mais en fait, les causes qui ont été relevées par mes collègues, la pauvreté est toujours là, il y a toujours des petits groupes, des gens qui contrôlent les appareils des États et finalement qui privent la majorité de la population des moyens d'accès aux ressources. Et donc les aspects, les crises sont toujours là. Vous avez mentionné ce qui se passe dans l'Est de la RDC, mais ça c'est une crise armée, ouverte, mais des crises politiques du genre une mauvaise gestion électorale, telle qu'on en a vécu en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Mais est-ce que ces éléments-là n'ont pas disparu? Vous suivez aussi l'actualité, ce qui se passe au Burundi. Donc ces éléments sont toujours présents. Alors...
Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.